Paris, le 15 mars 2026, à 18h45, dans les salons feutrés de l'Élysée, Emmanuel Macron venait tout juste de reposer son téléphone, le visage soudain vidé de toute couleur. Sébastien Lecornu, qui dirigeait le gouvernement depuis 18 mois, venait de lui annoncer une démission irrévocable, et en quelques instants à peine, le chef de l'État se retrouvait plongé dans l'une des crises les plus critiques de son second mandat, sans encore imaginer que les heures suivantes allaient révéler l'étendue de sa dépendance et transformer ce qui devait être une simple transition politique en une reddition totale. « Sébastien ne peut pas faire ça », murmurait-il en arpentant nerveusement la pièce, s'accrochant encore à l'idée qu'il ne s'agissait peut-être que d'un coup de pression, une manœuvre destinée à arracher de meilleures conditions. Au téléphone, la voix de Sébastien Lecornu ne laissait place à aucun doute. Tout était définitivement acté, sans retour possible, et déjà, comme une traînée de poudre, la nouvelle de son départ commençait à fuiter dans les médias, jusqu'à ce que BFM TV dégaine en premier une édition spéciale annonçant sa démission auprès de Emmanuel Macron. En quelques minutes seulement, la sphère médiatique entière s'embrasait, provoquant un véritable séisme dans le paysage politique français, tandis qu'à l'Élysée, la tension virait à la panique et Alexis Kohler réunissait en urgence une cellule de crise, prévenant, devant un cercle restreint de conseillers réunis dans le salon doré, qu'il ne disposait peut-être que de 2 jours avant que tout ne devienne incontrôlable, pendant que le président, lui, enchaînait déjà les appels, cherchant désespérément une issue. Il fallait un successeur, immédiatement. Mais la question devenait presque insoluble. Qui accepterait de prendre la place laissée vacante? Le nom d'Édouard Philippe s'imposa comme une évidence, et sans attendre, Macron ordonna qu'on le contacte, misant sur l'expérience et la stature de l'ancien chef du gouvernement devenu maire du Havre, capable, pensait-il, de rassembler au-delà des clivages. À 19h30, Philippe répondit, informé de la situation, et après quelques mots d'introduction, Macron tenta de le convaincre avec insistance, évoquant l'intérêt du pays, presque suppliant, mais la réponse tomba, nette et froide. Il resterait au Havre, refusant poliment mais fermement, laissant le président essuyer un premier échec. Touché, mais loin d'être abattu, Emmanuel Macron ne perdit pas une seconde et changea immédiatement de stratégie. Un nom s'imposa dans son esprit, celui de Bruno Le Maire, figure solide, reconnue à l'international et rompue aux responsabilités, alors même que ce dernier se trouvait à Bruxelles pour une réunion européenne. À 20 heures précises, le président l'appela directement, pressé, presque autoritaire, lui demandant de rentrer sans délai pour discuter d'une proposition. Mais la réponse, bien que respectueuse, fut sans équivoque. Le maire préférant rester à Bercy plutôt que de monter à Matignon, provoquant une nouvelle désillusion qui fit monter la tension dans les rangs présidentiels où certains conseillers commençaient déjà à s'interroger à voix haute. Si même les plus fidèles déclinent, qui acceptera encore? Sans attendre, vers 20h30, Macron tenta alors un autre pari en se tournant vers Gérald Darmanin, dont les ambitions pour le poste n'étaient un secret pour personne, espérant cette fois tomber sur une réponse positive. Mais au moment de l'appel, Darmanin se trouvait en pleine réunion préfectorale à Lille. Pris de court, il répondit avec prudence, évoquant l'honneur que représentait une telle proposition tout en demandant un délai de réflexion de 24 heures, insistant sur la gravité d'un choix qui engage toute une carrière, laissant ainsi le président dans une zone grise, ni refus clair, ni acceptation franche, ce qui paradoxalement accentuait encore son malaise. Au fil des heures, Macron sentait son autorité s'effriter, tandis que les chaînes d'information continuaient de dramatiser la situation, évoquant un moment décisif de sa trajectoire politique et s'interrogeant sans relâche sur celui qui pourrait succéder à Lecornu, pendant que, dans son bureau, le chef de l'État passait en revue ses options avec fébrilité, écartant tour à tour Élisabeth Borne, trop marquée par les difficultés passées, Gabriel Attal, jugé encore trop inexpérimenté, et Marlène Schiappa, dont la nomination semblait tout simplement inenvisageable dans un tel contexte. À mesure que la soirée avançait, l'urgence se transformait en vertige. Vers 21h30, Emmanuel Macron se tourna vers François Bayrou, allié de longue date et figure d'expérience, espérant trouver enfin une issue. Mais malgré l'insistance présidentielle, Bayrou opposa un refus mesuré.
évoquant à la fois son âge et son ancrage local à Pau, laissant ainsi le chef de l'État encaisser un troisième échec qui faisait basculer la situation dans une zone franchement critique. D'autant qu'à l'approche de 22 heures, aucun successeur crédible n'émergeait encore, poussant Alexis Collet à suggérer une rupture stratégique. Abandonner les profils politiques classiques au profit d'un technicien ou d'un haut fonctionnaire, comme si le réservoir habituel était déjà à sec. Mais même ce changement de cap ne produisit aucun miracle. À 22h15, Macron tenta de rappeler à la rescousse Jean Castex, misant sur son expérience passée à Matignon. Pourtant, la réponse fut sans appel, Castex refusant de replonger dans un rôle qu'il décrivait comme un sacrifice personnel trop lourd, marquant ainsi un quatrième revers, et dans les couloirs de l'Élysée, l'inquiétude cédait désormais la place à une véritable fébrilité. Certains conseillers allant jusqu'à murmurer l'impensable. Et si personne n'acceptait? Dans un ultime élan teinté de désespoir, le président élargit encore le cercle et contacta Michel Barnier, figure respectée et expérimentée sur la scène européenne, espérant incarner une ouverture politique. Mais là encore, la réponse fut polie mais catégorique. Barnier invoquant son âge et les équilibres de son camp pour décliner l'offre, infligeant ainsi un cinquième refus. À l'approche de 23 heures, l'impasse était totale. Aucun premier ministre en vue. Tandis qu'en parallèle, les réseaux sociaux s'enflammaient, propulsant l'image d'un président dépassé en tête des tendances et offrant à l'opposition une occasion rêvée de dénoncer l'impréparation et la fragilité du pouvoir en place. Sur les réseaux, les coups pleuvaient déjà. Macron réalise qu'il est isolé, lançait Marine Le Pen avec une ironie mordante, rapidement suivie par Jean-Luc Mélenchon qui enfonçait le clou en décrivant un dirigeant abandonné, presque nu face à ses propres échecs, incapable de trouver quiconque prêt à en assumer l'héritage. À 23h30, dans le silence pesant de son bureau, Emmanuel Macron se laissait tomber dans son fauteuil, accablé, laissant échapper une question lourde de désarroi sur la dérive de la situation, avant d'admettre à demi-mot que Sébastien Lecornu constituait à lui seul le pilier central de son dispositif, celui qui tenait tout en place, et que sans lui, le vide devenait vertigineux. En à peine 18 mois, Lecornu s'était imposé comme l'homme des crises, le négociateur des situations bloquées, le porteur des dossiers les plus sensibles, si bien que son départ ouvrait un gouffre que personne ne semblait capable de combler. Alors que minuit sonnait, le président s'accrochait encore à une ultime tentative en sollicitant Catherine Vautrin, misant sur son expérience à la fois locale et nationale, mais la réponse, empreinte de respect, n'en restait pas moins négative. Vautrin jugeant la responsabilité trop lourde pour elle, marquant ainsi un 6e refus qui laissait présager une nuit interminable. Vers 0h30, épuisé, Macron tenta de suspendre la tempête quelques heures, évoquant l'espoir qu'au matin quelqu'un finirait bien par accepter. Mais le repos lui échappa. Hanté par les souvenirs récents, les crises traversées aux côtés de Lecornu et la relation de confiance qui s'était installée entre eux. À l'aube, déjà éveillé depuis un moment, il parcourait les unes des journaux qui toutes, sans exception, relataient la crise, évoquant un président incapable de trouver un chef de gouvernement et un Élysée en pleine tourmente, tandis que les inquiétudes économiques s'ajoutaient au chaos politique, avec des marchés fébriles et une monnaie en recul. À 7h30, il reprit ses appels, élargissant encore le cercle à des profils moins évidents, sollicitant notamment Stéphane Travert ou Jacqueline Gouraud, et même, malgré les réticences, Marlène Schiappa. Mais tous opposèrent un refus poli, mais ferme, signe que la crise politique, l'instabilité ambiante et la chute de popularité présidentielle suffisaient désormais à décourager jusqu'aux ambitions les plus affirmées. À 8h du matin, une évidence brutale s'imposait à Emmanuel Macron. Malgré des heures d'appels frénétiques, aucun nom ne s'était imposé pour remplacer Sébastien Lecornu, comme si le poste était devenu soudainement indésirable, presque toxique. Dans ce climat tendu, un conseiller osa à voix basse suggérer l'impensable. Recontacter celui qui venait tout juste de partir. Une idée qui glaça immédiatement l'atmosphère, tant elle revenait à reconnaître ouvertement un échec cuisant. Et, pire encore,
une dépendance totale à celui qu'on devait remplacer. Pendant quelques instants, personne n'osa réagir, jusqu'à ce qu'à 8h30, le réalisme l'emporte sur l'orgueil présidentiel, poussant Macron à lâcher, presque à contre-cœur, l'ordre de rappeler Lecornu, malgré l'hésitation visible de Alexis Colère, conscient des conséquences politiques d'un tel geste. Mais face à l'insistance sèche du président, il n'eut d'autre choix que d'obéir. Lorsque la ligne fut établie, l'échange débuta avec une froideur maîtrisée. Mais très vite, Macron tenta d'ouvrir une porte, évoquant la possibilité d'un compromis, cherchant à revenir sur une démission qu'il refusait désormais d'accepter comme définitive. En face, Lecornu resta ferme, rappelant que sa décision avait été mûrement réfléchie. Mais le ton changea lorsque le président, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, abandonna toute posture d'autorité pour adopter celle de la supplication, invoquant à la fois l'intérêt du pays et sa propre dépendance, admettant implicitement que ces dernières heures avaient révélé à quel point son premier ministre était devenu indispensable. La conversation s'étira, Macron multipliant les arguments, stabilité, urgence, responsabilité nationale, jusqu'à ce que Lecornu entrouvre une possibilité, conditionnant un éventuel retour à des garanties précises et à une redéfinition profonde de leur mode de fonctionnement, transformant ainsi une demande de secours en véritable négociation de pouvoir. Ce n'était qu'une brèche, presque imperceptible, mais suffisante pour relancer l'espoir. À 9h45, Emmanuel Macron, désormais en position de faiblesse, ne cherchait plus à négocier, mais à s'aligner, demandant presque docilement à Sébastien Lecornu quelle concession il attendait, prêt à tout accepter sans discuter, transformant ainsi ce qui aurait dû être une relation hiérarchique en un rapport inversé où le président tentait de sauver sa propre survie politique. Face à lui, Lecornu énonça ses exigences avec précision. Liberté accrue dans la composition du gouvernement, pouvoir d'opposition sur certaines décisions de l'Élysée et surtout la garantie de ne plus être publiquement contredit. Autant de conditions que Macron valida immédiatement, sans hésitation, allant jusqu'à lui promettre tout ce qu'il souhaitait pour le convaincre de revenir à Matignon. Tandis qu'à 10h30, Lecornu, maître du tempo, se contentait de suspendre la décision, demandant quelques heures de réflexion supplémentaires. Pour le président, cette simple promesse d'examiner la situation ressemblait déjà à une éclaircie après 13 heures de chaos, et dans son entourage, l'espoir renaissait, certains conseillers allant jusqu'à murmurer que le retour de Lecornu était désormais inévitable, convaincus qu'il ne laisserait pas le chef de l'État sombrer seul. Pourtant, le temps s'étirait, et Lecornu, parfaitement conscient de l'avantage qu'il détenait désormais, laissait planer l'attente, tandis que Macron relançait lui-même la conversation, cherchant désespérément une réponse définitive, sans obtenir autre chose qu'un nouveau délai, ce qui n'empêchait pas les médias, notamment BFM TV, de commencer à évoquer ouvertement l'hypothèse d'un retour en coulisses. Finalement, lors d'un troisième échange dans la journée, Macron tenta d'ajouter un argument supplémentaire, évoquant la nervosité des marchés et la pression politique grandissante. Mais Lecornu resta inflexible, rappelant que son éventuel retour ne se ferait qu'à ses propres conditions, exigeant une loyauté totale et une consultation systématique avant toute décision importante. Une fois encore, le président acquiesça sans réserve, entérinant de facto un nouveau rapport de force, jusqu'à ce qu'à 13h30, Lecornu tranche enfin. Il retirait sa démission, tout en rappelant fermement les engagements pris. Une annonce qui provoqua un véritable choc dans le paysage politique, puisque moins d'une journée après avoir quitté ses fonctions, il reprenait déjà les rênes du gouvernement. Le couperet tomba sous forme d'un communiqué officiel venu de l'Élysée. Sébastien Lecornu revenait sur sa décision et reprenait les rênes de Matignon, une annonce qui se propagea instantanément comme une onde de choc dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluaient, souvent cinglantes. L'opposition dénonçant une reddition pure et simple d'Emmanuel Macron. Certains ironisant sur ces 24 heures nécessaires pour révéler une dépendance devenue évidente. Et à 14h30, lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, le président, visiblement éprouvé, tenta de reprendre la main en justifiant ce revirement spectaculaire.
Avec une assurance vacillante, Macron évoqua une évolution du contexte pour expliquer le retour de Lecornu, insistant sur l'intérêt supérieur du pays, mais face à lui, les journalistes ne relâchaient pas la pression, posant des questions directes, presque accusatrices, sur une éventuelle humiliation et sur l'incapacité à trouver un remplaçant, auquel il répondit en invoquant le pragmatisme politique, comme si cette issue était la seule envisageable. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la stupeur dominait. Certains élus voyant dans cet épisode la preuve d'un affaiblissement inédit du chef de l'État, allant jusqu'à le décrire comme dépendant de son propre premier ministre, tandis qu'à 15h30, le retour de Lecornu à Matignon se déroulait sous l'œil des caméras où, affichant un calme presque désinvolte, il saluait brièvement la presse sans prononcer un mot, laissant son silence parler à sa place, bien plus fort que n'importe quelle déclaration. En quelques heures à peine, Sébastien Lecornu venait d'imposer une évidence. Sans lui, rien ne tient vraiment. Et à Matignon, ses collaborateurs ne cachaient pas leur admiration. Certains allant même jusqu'à plaisanter sur la démonstration de pouvoir qu'il venait d'infliger au sommet de l'État. À 16h30, lors du premier conseil des ministres après la tempête, l'ambiance était tendue, presque irréelle, tandis qu'Emmanuel Macron s'efforçait de donner le change devant son gouvernement, comme si la crise n'avait été qu'un incident mineur, alors que chacun percevait clairement que les rapports de force avaient basculé, transformant Lecornu en pièce maîtresse du système, bien au-delà de son simple rôle institutionnel. Et les premières analyses médiatiques ne tardaient pas à tomber, certaines affirmant sans détour que le président venait de perdre l'essentiel de son autorité en démontrant publiquement son incapacité à gouverner sans son premier ministre. À peine une heure plus tard, l'opposition s'engouffrait dans la brèche sans la moindre retenue. Marine Le Pen évoquait la fin politique de Macron, le décrivant comme une figure affaiblie, presque décorative, dominée par celui qu'il était censé diriger. Tandis que Jean-Luc Mélenchon accentuait encore le trait en présentant cette crise comme la preuve d'un pouvoir isolé, fragile et entièrement dépendant de son entourage. À 18h, les premiers sondages confirmaient ce renversement brutal, avec une chute marquée de la popularité présidentielle et, en miroir, une progression notable de celle de Lecornu. Et en fin de journée, dans le calme relatif de l'Élysée, Macron faisait face à ses proches pour tenter de tirer les leçons de ce désastre, tandis que Alexis Coll tentait de relativiser en soulignant que le pire avait été évité, que le gouvernement tenait toujours, mais le président, lui, ne masquait plus son amertume. Reconnaissant avoir imploré en vain ses anciens ministres avant de devoir supplier celui qui venait de partir, qualifiant cet épisode de « moment le plus humiliant de toute sa carrière politique ». Peu à peu, les répercussions de cette séquence commençaient à apparaître avec une clarté troublante. Renforcé par l'épreuve, Sébastien Lecornu imposait de nouvelles règles internes, annonçant à ses équipes que désormais, les arbitrages décisifs passeraient par Matignon, reléguant l'Élysée à un rôle de consultation préalable. Une transformation discrète mais profonde qui revenait à redessiner les équilibres institutionnels au profit du premier ministre. À 19h30, Emmanuel Macron prenait pleinement conscience de ce basculement lorsqu'un appel de Lecornu vint lui rappeler, avec une politesse presque sèche, que toute annonce majeure, y compris la réforme des retraites qu'il envisageait, devait désormais être discutée en amont, comme si l'ordre hiérarchique s'était inversé. Et dans les salles de rédaction, les analystes décrivaient cette évolution comme une véritable prise de pouvoir silencieuse, certains allant jusqu'à évoquer une forme de coup d'État institutionnel. À 20h30, le constat était sans appel. En l'espace d'une seule journée, Macron était passé d'une posture dominante à celle d'un dirigeant contraint, dépendant des décisions de son propre chef de gouvernement, et en regagnant ses quartiers ce soir-là, il mesurait l'ampleur du renversement, lui qui avait envisagé de se détacher de Lecornu, se retrouvant finalement dominé par celui-ci. Ces 24 heures allaient marquer durablement l'histoire politique, symbolisant l'instant précis où un président perd l'essentiel de son pouvoir réel et se voit réduit à implorer son premier ministre de rester à ses côtés. Et même plusieurs mois plus tard, cette fracture persistait, l'autorité présidentielle ne s'étant jamais véritablement rétablie, tandis que Lecornu gouvernait avec une assurance totale, prenant les décisions clés, au point que certains observateurs résumaient cruellement la situation en affirmant que le véritable dirigeant n'était plus à l'Élysée, mais à Matignon.
Très vite, cette petite phrase s'imposa dans l'espace médiatique, devenant le symbole même du renversement des rôles au sommet de l'État. 6 mois plus tard, lors d'un sommet européen, la fragilité d'Emmanuel Macron n'échappait plus à personne. Certains dirigeants allant jusqu'à reconnaître, en coulisses, que les véritables décisions ne se prenaient plus à l'Élysée, mais dépendaient désormais de Sébastien Lecornu, qu'il fallait convaincre pour faire avancer les dossiers. Preuve que ces 24 heures avaient laissé une empreinte durable, affaiblissant profondément le président, tout en consacrant son premier ministre comme figure dominante du pouvoir. Cet épisode marquant un tournant majeur de la Ve République, révélant brutalement les limites du système et illustrant ce moment rare où un chef d'État réalise qu'il ne tient plus rien sans son bras droit, tandis que ce dernier comprend qu'un simple refus au moment opportun peut suffire à tout renverser. Une séquence fulgurante qui s'apparentait à une capitulation politique en temps record, dont les séquelles restaient visibles même 1 an plus tard, Macron n'ayant jamais totalement effacé l'empreinte de cette humiliation. Dans le cercle restreint de ses proches, le président reconnaissait lui-même l'ampleur du choc, admettant que ces heures critiques lui avaient révélé sa dépendance et constituaient la leçon la plus brutale de sa carrière. Une confession qui traduisait un véritable traumatisme, d'autant plus frappant pour celui qui avait accédé si jeune au pouvoir, découvrant soudainement ses propres limites. Certains observateurs notaient un changement visible, évoquant un homme vieilli prématurément par l'épreuve, fragilisé sur le plan psychologique et incapable de retrouver sa posture initiale, ce qui se traduisait concrètement par une transformation de son comportement. Macron, autrefois direct et assuré, adoptant désormais une attitude prudente, presque hésitante, consultant systématiquement Lecornu avant toute décision importante, comme s'il redoutait de provoquer une nouvelle crise. Une évolution qui modifiait en profondeur les équilibres institutionnels traditionnels et installait une dépendance durable au cœur même du pouvoir exécutif. Désormais, Sébastien Lecornu n'évoluait plus dans l'ombre du pouvoir présidentiel. Il en occupait le centre, au point de rivaliser, voire de surpasser Emmanuel Macron lui-même, une réalité que certains résumaient avec une ironie mordante en affirmant que l'un dirigeait pendant que l'autre suivait. Une formule qui, reprise de couloir en couloir, s'imposa rapidement comme le symbole d'un renversement durable. Cette bascule ne passa pas inaperçue à l'étranger, et lors du sommet du G7 en Italie, quelques mois plus tard, plusieurs dirigeants remarquèrent l'attitude inhabituelle du président français, jugé affaibli, hésitant, parfois distant, certains confiant en privé qu'il semblait dépendre en permanence de son téléphone, comme s'il cherchait à valider chaque position auprès de son Premier ministre. Tandis que même des figures habituellement mesurées, comme Angela Merkel, notaient un changement profond chez Macron, évoquant un homme transformé par cette crise. Ces perceptions venues de l'extérieur confirmaient que l'épisode avait largement dépassé le cadre national, affectant directement l'image et l'influence de la France sur la scène internationale, comme le soulignaient certains diplomates en rappelant qu'un chef d'État affaibli rejaillit sur l'ensemble du pays. Parallèlement, du côté de Lecornu, cette séquence avait révélé un stratège d'une efficacité redoutable, capable, en moins d'une journée, de renverser totalement l'équilibre du pouvoir à son avantage. Une performance que certains comparaient à une partie d'échecs parfaitement maîtrisée, où chaque mouvement avait été calculé pour imposer sa position, jusqu'à faire comprendre à Macron qu'il était devenu incontournable, lui permettant désormais d'exercer une autorité rarement atteinte par ceux qui l'avaient précédé. Dans les faits, la montée en puissance de Sébastien Lecornu ne relevait plus du symbole, mais d'une réalité tangible. Toutes les décisions majeures transitaient désormais par Matignon, reléguant l'Élysée à un rôle presque administratif, où l'on se contentait d'entériner des arbitrages déjà tranchés ailleurs. Comme le confiait un proche du Premier ministre, les choix étaient élaborés en amont, puis simplement transmis au président pour validation, laquelle n'était plus qu'une formalité dépourvue de véritable pouvoir. Une évolution qui alarmait certains juristes, à l'image de Dominique Rousseau, dénonçant une dérive institutionnelle préoccupante, puisque dans les faits, le chef du gouvernement s'imposait comme le véritable patron de l'exécutif. Une situation qui, loin de le gêner,
convenait parfaitement à Lecornu, désormais en position d'imposer sa ligne sans entrave, profitant d'un rapport de force inversé que certains analystes attribuaient à la fragilité perçue de Emmanuel Macron, lui laissant ainsi une marge de manœuvre totale pour gouverner selon ses propres choix. Cette domination ne se limitait pas aux coulisses, mais s'exprimait dans chaque domaine de l'action publique, du social à l'économique, en passant par la politique internationale, où Lecornu fixait la direction pendant que Macron s'ajustait. L'exemple le plus révélateur resta la réforme des retraites. Lorsque le président envisageait un report à 65 ans, tandis que son premier ministre défendait une option à 64. Et c'est cette dernière qui s'imposa sans véritable débat, illustrant parfaitement la nouvelle hiérarchie, au point qu'un observateur ironisait sur le fait que la position présidentielle pouvait évoluer en quelques heures sous l'influence de Matignon. Une situation que l'opposition ne manqua pas d'exploiter. Marine Le Pen dénonçant un chef de l'État réduit à une figure de façade, pendant que Jean-Luc Mélenchon décrivait un pouvoir à deux visages, mais dominé par une seule volonté, celle de Lecornu. Des critiques qui trouvaient un écho certain dans l'opinion. Tant Macron semblait désormais incapable d'incarner l'autorité traditionnelle associée à la fonction présidentielle sous la Ve République. Certains commentateurs n'hésitaient plus à parler, avec une ironie grinçante, d'un véritable syndrome de Stockholm version politique pour décrire l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, devenu, selon eux, dépendant de celui qui l'avait publiquement affaibli. Cette relation déséquilibrée ne se limitait pas aux coulisses, mais apparaissait lors des moments les plus symboliques, comme lors des vœux présidentiels de 2027, où chaque mot semblait avoir été validé en amont par Sébastien Lecornu, au point que certains conseillers affirmaient que le discours avait été retravaillé par Matignon lui-même, révélant un président hésitant à s'exprimer sans aval préalable. Une situation presque absurde qui soulevait une question fondamentale. Comment un chef d'État élu pouvait-il se retrouver à ce point dépendant d'un premier ministre nommé? Des historiens, tels que Jean Gary, soulignaient le caractère inédit de cette configuration, évoquant un niveau de domination jamais observé auparavant. Et cette emprise ne se limitait pas aux grandes décisions, mais s'étendait jusqu'aux détails les plus anodins, depuis le choix des invités aux dîners officiels jusqu'à l'organisation de l'agenda présidentiel et des déplacements, certains témoignant même que rien, pas même les menus, n'échappait à la validation de Matignon, illustrant une prise de contrôle totale de l'appareil présidentiel. Dans ce contexte, les proches historiques du président, comme Alexis Kohler, Ismaël Emelia ou Sibeth Ndiaye, ne cachaient plus leur inquiétude face à la transformation de celui qu'ils avaient connu, décrivant un homme profondément affecté par l'épreuve, devenu méfiant, y compris envers ses alliés les plus fidèles, ce qui avait pour effet de ralentir considérablement son action, le poussant à hésiter, différer et analyser à l'excès des décisions autrefois prises avec assurance. Cette nouvelle attitude, loin de le renforcer, accentuait au contraire le contraste avec Lecornu, dont la capacité à trancher rapidement renforçait encore l'autorité, certains de ses collaborateurs résumant cette différence par une formule simple « Pendant que l'Élysée doute, Matignon agit », une approche pragmatique qui trouvait un écho favorable auprès d'une opinion publique lassée des hésitations passées. Les enquêtes d'opinion ne laissaient plus place au doute. Une majorité nette de Français accorde désormais davantage de crédit à Sébastien Lecornu qu'à Emmanuel Macron lorsqu'il s'agissait de décider rapidement et efficacement. Un renversement spectaculaire qui confirmait l'effondrement de l'image présidentielle au profit de son premier ministre, au point que certains experts parlaient d'un phénomène inédit dans l'histoire politique récente. Jamais un chef du gouvernement n'ayant surpassé ainsi le chef de l'État en popularité. Cette dynamique nourrissait logiquement toutes les spéculations, beaucoup imaginant déjà Lecornu comme le futur visage de la majorité. Certains allant même jusqu'à estimer que, si Macron se représentait, il aurait les plus grandes difficultés à justifier sa candidature face à celui qui incarnait désormais l'efficacité. À l'Élysée, cette hypothèse prenait des allures de cauchemar, car elle signifiait non seulement une défaite politique, mais aussi une humiliation ultime. Être supplanté par celui qui avait pris l'ascendant tout au long du quinquennat. Dans l'entourage présidentiel, on reconnaissait à demi-mot cette crainte, soulignant que Lecornu disposait d'atouts difficiles à contester.
Une forte popularité, une expérience solide, un réseau influent et surtout une image de décideur efficace. Autant d'éléments qu'il plaçait en position idéale pour prétendre à la magistrature suprême, au point que certains observateurs affirmaient sans détour qu'il serait largement favori en cas d'élection immédiate, révélant ainsi l'ampleur du basculement politique en cours. Au final, le constat s'imposait avec une brutalité froide. Macron n'exerçait plus réellement le pouvoir, tandis que Lecornu dirigeait avec une autorité incontestée, plongeant la Ve République dans une situation institutionnelle inédite. Pour de nombreux analystes, ces 24 heures avaient agi comme un point de rupture, démontrant qu'un président pouvait être vidé de sa substance par son propre premier ministre, et que ce dernier, en maîtrisant le timing et le refus, pouvait renverser totalement l'équilibre des forces, faisant de cette crise un moment clé qui resterait gravé dans l'histoire politique française comme l'exemple parfait d'un pouvoir renversé de l'intérieur. Il pensait diriger seul, mais Emmanuel Macron découvrit brutalement qu'il n'était plus celui qui tenait les commandes, tandis que Sébastien Lecornu, initialement appelé à exécuter, s'était progressivement imposé comme le véritable décideur. En à peine une journée, l'ordre établi avait été bouleversé de façon durable, laissant derrière lui une leçon politique d'une rare intensité, celle qui rappelle qu'en démocratie, le pouvoir réel revient souvent à celui qui sait s'en emparer, bien plus qu'à celui qui en détient officiellement la légitimité. Mais ce chapitre n'était qu'un début. Car 2 ans plus tard, de nouveaux éléments allaient venir jeter une lumière encore plus troublante sur cet épisode. En mars 2028, la publication d'un ouvrage signé par un ancien conseiller de Matignon révéla les coulisses de cette crise, affirmant que la démission de Lecornu n'avait rien improvisé, mais relevait d'une stratégie soigneusement élaborée, comme l'expliquait son auteur, Jean-Baptiste Moreau, selon lequel cette manœuvre visait à mesurer le degré de dépendance du président et à consolider leur position, une révélation qui fit l'effet d'un choc majeur, d'autant que l'enquête judiciaire mit au jour des enregistrements accablants où Lecornu lui-même décrivait Macron comme psychologiquement fragile, affirmant qu'en le poussant suffisamment loin, il finirait par céder. Ces révélations achevèrent de ternir l'image du premier ministre, désormais perçu comme un stratège froid, prêt à instrumentaliser les institutions à son avantage, provoquant un effondrement rapide de sa popularité, tandis que, paradoxalement, Macron bénéficiait d'un regain de sympathie. Quelques mois plus tard, en mai 2028, après un affrontement tendu à l'Élysée, Lecornu quittait définitivement ses fonctions, ouvrant la voie à Gabriel Attal, dont l'arrivée symbolisait un retour à un fonctionnement plus classique du pouvoir, marquant la fin d'une période dominée par la manipulation et les rapports de force dissimulés. 3 ans après cette tempête politique, le tableau apparaît plus contrasté qu'on ne l'aurait imaginé. Emmanuel Macron a certes retrouvé une partie de son autorité, mais les traces de l'épisode restent visibles, ses proches décrivant désormais un dirigeant plus méfiant, presque sur la réserve, marqué par l'idée que même les alliances les plus solides peuvent se fissurer. Tandis que de son côté, Sébastien Lecornu s'est progressivement effacé du paysage national, préférant se retirer en Normandie et garder ses distances avec l'exposition médiatique, certains observateurs estimant qu'il paie aujourd'hui le prix élevé de ses manœuvres passées, ayant perdu l'essentiel de sa crédibilité sur la scène politique. Avec le recul, cet épisode s'impose comme un véritable cas d'école de stratégie politique poussée à son paroxysme, démontrant à la fois comment la ruse peut permettre à un individu de s'emparer du pouvoir, mais aussi comment cette même stratégie peut finir par se retourner contre son auteur. La leçon qui en découle est limpide. Dans un système démocratique, les manipulations peuvent produire des effets à court terme, mais la vérité finit toujours par s'imposer. Et lorsqu'elle éclate, elle emporte avec elle tout ce qui reposait sur l'illusion, faisant de l'affaire entre Lecornu et Macron un exemple emblématique des limites et des risques inhérents à ce type de jeu politique.